Vous êtes bel et bien dans le 20h sur TED 24 International. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. Voici les titres. Toumaï est 25 ans après une découverte qui continue de bousculer la science. Le Tchad accueille le deuxième colloque international de paléontologie. Chercheurs et spécialistes revisitent l'héritage scientifique de Toumaï et les nouvelles avancées sur les origines de l'humanité. Recensement général de la population, une prolongation pour achever la collecte des données. Le gouvernement accorde un nouveau délai jusqu'au 6 août pour le troisième RGPH. Une décision motivée par les difficultés rencontrées sur le terrain et qui ouvre le débat sur le processus. En santé, entre prévention du paludisme et lutte contre les mauvaises habitudes alimentaires, en cette période de la forte transmission du paludisme, les autorités sanitaires renforcent la prévention. À l'occasion de la journée mondiale de la malbouffe, les spécialistes alertent aussi sur les risques d'une alimentation déséquilibrée. C'est tout pour les titres. Bienvenue une fois de plus. À l'occasion du 25e anniversaire de la découverte de Toumaï, le Tchad accueille du 21 au 22 juillet en N'Djamena le deuxième colloque international de paléontologie. Cette rencontre scientifique organisée par le Centre national de recherche pour le développement et l'Université de N'Djamena réunit chercheurs et spécialistes autour des avancées de la paléontologie et du patrimoine préhistorique du pays. Les travaux ont été ouverts par le Premier ministre Alamay Alina, représentant le président de la République. Les précisions avec Biak Thibault Emmanuel. Le deuxième colloque international de paléontologie célèbre le Tchad 25 ans après la découverte dans le désert du Jurab en 2001 de Toumaï, le plus ancien ancêtre de l'humanité, 7 millions d'années, ravivant des lectures croisées des archives paléontologiques et géologiques. N'Djamena devient la capitale de la réflexion scientifique et berceau de l'humanité où géologues, paléontologues, paléoanthropologues, étudiants, bien des scientifiques nationaux et internationaux communiquent avec une seule passion, les fossiles. Partager aussi les dernières découvertes scientifiques et partager la protection du patrimoine. Il s'agit également de valoriser la coopération scientifique fondée sur la recherche et la formation et le renforcement de l'attractivité scientifique et académique du Tchad. Notre ambition est plus que jamais claire. Faire en sorte que cette reconnaissance internationale se traduise par le renforcement de nos capacités de recherche au niveau national. Le français, le professeur Michel Brunet, qui avait conduit la mission paléoanthropologie franco-tchadienne, voit encore un Tchad rempli d'histoires qui racontent l'origine de l'humanité, encourageant la poursuite de la recherche scientifique. Idée que partage l'ambassadeur français Éric Gérard. Appuyer la recherche scientifique, c'est aussi investir dans la formation des formateurs et des étudiants. Ces découvertes majeures s'inscrivent dans le cadre d'un programme de recherche scientifique transdisciplinaire. Au programme de ces colloques, 4 axes essentiels, la paléoprimatologie et la paléoanthropologie, la paléobiodiversité et études des paléoenvironnements, la géologie et la sédimentologie, et enfin l'hydrogéologie, dans une démarche d'ouvrir de nouvelles perspectives des recherches et éclairer le présent, climat et évolution humaine. 25 ans après la découverte de Toumaï, cette figure emblématique de la paléoanthropologie continue de bouleverser les certitudes scientifiques et d'alimenter les débats académiques. Pour le Premier ministre Alamay Alina, cette découverte demeure fascinante par l'histoire qu'elle relève sur les origines de l'humanité. Votre nombreuse présence témoigne de l'intérêt exceptionnel que continue de susciter un quart de siècle plus tard une découverte qui a profondément marqué l'histoire de la science et renouvelle notre compréhension de l'humanité. Il y a 25 ans, dans le désert du Jura, une équipe franco-tchadienne, conduite par le professeur Michel Brunet, dont je salue une fois la présence dans cette salle, mettait au jour un fossile dont l'importance allait dépasser toutes les frontières, la découverte du Sahelanthropus tchadensis a continué une avancée majeure pour la science. Elle est venue conforter les connaissances sur les origines africaines de l'humanité et a placé le Tchad
au cœur de grandes recherches sur l'évolution humaine. Je formule enfin le vœu que vos travaux débouchent sur de nouvelles avancées scientifiques, renforcent les partenariats existants et inspirent les générations futures à poursuivre cette quête de connaissances qui éclaire notre passé. Moderniser le pilotage du système éducatif par le numérique, c'est l'ambition affichée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle. Un atelier de renforcement des capacités est ouvert ce lundi 20 juillet 2026 à l'intention des agents de la direction de la statistique et de la digitalisation. Objectif, maîtriser l'application StatDuc pour fiabiliser et optimiser la collecte des données. Retour sur cet événement avec notre équipe à Bangor, Kabylie Blaise et Abakar Dime. Pendant plusieurs jours, les cadres et techniciens de la direction de la statistique et de la digitalisation se penchent sur les rouages de StatEduc. Cet outil se veut le nouveau pilier du système d'information du ministère. Pour le président du comité d'organisation, la réussite de cette transition repose d'abord sur la qualité de sa préparation. Au-delà de l'administration centrale, ce renforcement des capacités techniques trouve un écho direct dans les structures déconcentrées et les académies régionales. Le directeur des ressources humaines de l'Académie du Sud-Ouest, Dandé Matélé Emmanuel, se réjouit de cette initiative. Un village numérique qui ne se fait pas de manière isolée. L'initiative bénéficie de l'appui des partenaires internationaux. L'administrateur national éducation de l'UNESCO, Dr Djekornom Dogouin Josué, dit être convaincu que la digitalisation est un levier majeur de développement. L'objectif de cette formation n'est donc pas uniquement de permettre aux participants d'utiliser l'application StatEduc. Il s'agit surtout de développer des compétences durables et une autonomie technique qui permettront à la direction de la statistique et de la digitalisation de maîtriser l'ensemble de la chaîne de gestion de données. Le développement des compétences opérationnelles des agents marque le point de départ d'une gouvernance plus moderne. Pour le directeur général des ressources humaines de la statistique et de la digitalisation, Dr Dinimbo Gabriel, une planification et suivi performante émane des données statistiques fiables. Cette formation doit être considérée comme un investissement au service de notre ministère. Les connaissances acquises devront être mises en pratique afin d'améliorer durablement nos méthodes de travail et de répondre aux exigences croissantes en matière de production de données fiables. Armés de ces nouveaux outils technologiques, les agents de la direction générale ont désormais toutes les cartes en main pour faire de StatEduc le moteur de la modernisation de l'enseignement supérieur. Le gouvernement tchadien prolonge la période du 3e recensement général de la population et de l'habitat jusqu'au 6 août prochain, décidé par un décret signé le 20 juillet. Cette prolongation vise à permettre aux équipes de terrain de rattraper les retards enregistrés et de corriger certains manquements dans le processus de collecte de données. Pafing Duri Omer pour les détails. Le décret prorogeant le délai du 3e recensement général de la population et de l'habitat a en vue de rattraper les retards de déploiement, réorganiser les équipes sur le terrain, poursuivre le ratissage pour s'assurer que toute la population est bien comptabilisée et de toucher les zones enclavées. Cette décision vient en réponse à l'expression d'insatisfaction des agents recenseurs, de la population et des autorités au déroulement de cette opération de dénombrement. Des préparatifs jusqu'ici, selon des informations recoupées de diverses sources, les failles sont immenses. L'insuffisance de formation, de communication en amont, le désagrément de connexion Internet, la méconnaissance de l'outil informatique des agents, le contenu des questions controversées sur l'appartenance ethnique des citoyens ont considérablement ralenti la vitesse de l'enrôlement. À ces difficultés s'ajoutent les contraintes liées à la circulation, l'accessibilité de certaines zones pendant la saison des pluies. 3e recensement général de la population et de l'habitat organisé par l'État tchadien en partenariat avec la Banque mondiale, débuté le 20 juin, est à sa 2e prorogation. Le décret n'a pas fourni des informations sur le mode de traitement des agents pour élucider les rumeurs de détournement de fonds alloués à l'opération. Le premier prolongement doit initialement prendre fin ce 21 juillet.
Ce report soulève plusieurs interrogations sur le déroulement du processus, les difficultés rencontrées par les agents recenseurs, les conséquences sur la disponibilité de données attendues. Quel enseignement tirer de cette situation? Le docteur Yamige Betimbay, analyste politique, apporte son éclairage. Regardons. Je crois que ce recensement souffre d'un problème de sensibilisation à la base, parce que c'est une activité qu'on savait déjà très lourde. C'est une activité de collecte de données qui couvre l'ensemble du territoire national avec beaucoup de susceptibilités. Le Tchad est un pays qui est composé de beaucoup de communautés avec beaucoup de susceptibilités. Et par le passé, les organisateurs prenaient beaucoup de temps pour sensibiliser. Après les sources de l'Institut, de l'INSET qui organise, il y a effectivement toute une série de travaux de terrain qui avaient été réalisés, notamment la cartographie, des investigations sur le terrain, des contacts avec les autorités. Mais cela n'a pas suffi parce qu'il faudrait aussi noter que ce recensement qui est organisé maintenant devrait être organisé il y a de cela quelques années. En fait, le recensement général est organisé à cycle décennal, donc c'est chaque 10 ans. Et le troisième recensement devait être organisé en 2018. Mais le pays a connu des difficultés. Ensuite, il y a eu la transition. Et cela a fait que les travaux préparatoires ont été un peu segmentés sur le terrain. Les agents recenseurs font ce qu'ils peuvent. Quand on observe que même dans la capitale, les agents qui sont déployés sur le terrain n'arrivent pas à rencontrer tous les ménages parce que là, on est à un deuxième report et une partie des ménages, quand vous rencontrez les gens dans la rue, ils vous disent qu'ils n'ont pas reçu des agents recenseurs chez eux. Donc, il est très difficile de confirmer que les agents recenseurs puissent couvrir l'entièreté des ménages à recenser. À Coumra, le projet Suède poursuit son accompagnement en faveur de l'autonomisation des femmes. Une session de formation consacrée à la santé et à la sécurité au travail a été lancée ce 20 juillet au Centre culturel Champagnat. Pendant plusieurs jours, les bénéficiaires de la formation en insertion socio-professionnelle seront outillés pour adopter des bonnes pratiques en milieu professionnel. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général de la province du Mondol. Dominique Dido nous en dit plus. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet Suède Plus que cet atelier de formation sur la santé et la sécurité au travail est organisé du 20 au 21 juillet à l'intention des bénéficiaires de la formation pour l'insertion socio-professionnelle ainsi que des partenaires chargés de la mise en œuvre des activités du projet dans les provinces du Chari-Bagirmi, Mayo-Kébi Est et Ouest, Tanchilé et du Mandoul. Cette session de formation a pour objectif de renforcer les capacités des participants sur les principes fondamentaux de la santé et de la sécurité au travail afin de promouvoir un environnement de travail sain, sécurisé et conforme aux bonnes pratiques. Elle vise également à sensibiliser les bénéficiaires aux risques professionnels, aux mesures de prévention des accidents et des maladies liées au travail, ainsi qu'aux responsabilités de chaque acteur en matière de protection de la santé des travailleurs. Pour Mbaye Ndolebe Gabin, spécialiste en sauvegarde environnementale au Suède Plus, cette formation s'inscrit aux priorités du projet et permettra de prévenir les risques. L'autonomisation ne saurait se concevoir sans un environnement de travail sûr et protecteur. Nous avons jugé essentiel de former nos équipes et nos partenaires de terrain aux bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au travail. Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province du Mandol, Dimas Ndirboum, s'est adressé en ces termes. Cet atelier revêt une importance capitale car nous savons que l'autonomisation ne saurait être complète sans les conditions de travail décentes et sécurisées. Nos bénéficiaires, nos mentors et l'ensemble de nos partenaires de mise en œuvre s'engagent quotidiennement sur le terrain avec une abnégation remarquable. À travers cette initiative, le projet Suède Plus entend favoriser une insertion socio-professionnelle durable en leur permettant d'acquérir les connaissances et les compétences indispensables pour évoluer dans un environnement de travail sécurisé.
Le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Mondoul, Aladaba Ngarienang, a procédé à la pose de la première pierre du futur siège du conseil sous-préfectoral de Bédaya. Dominique Didéo pour les détails. Le siège du conseil sous-préfectoral du MPS de Bédaya, ce joyau infrastructurel composé d'une clôture, d'un bureau, d'une salle de réunion, d'un véranda, d'un forage, d'une chambre pour gardien et de 2 latrines, est l'initiative du sénateur de la République Jimtbaï Lapia Neljita, natif de Bédaya. La pose de sa première pierre est présidée par le secrétaire général provincial du MPS du Mandoul, Aladaba Ngariena. Cette construction s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité à la base, offrant un cadre idéal de rencontre et de partage aux militants pour la prise des décisions du parti. Militants et sympathisants tous azimuts se sont mobilisés dans une ambiance hors pair pour donner un cachet particulier à cette cérémonie de grande portée politique. Oningue Exaucé, secrétaire exécutif sous-préfectoral, dans son allocution affirme que c'est un moment historique le plus important et que ce joyau sera un cadre idéal pour les rencontres. Le moment phare de cette cérémonie, c'est l'unité, l'équité autour de cette construction du siège. Le représentant de la jeunesse de Bédaya, pour sa part, se réjouit de cette initiative et déclare que la jeunesse de cette contrée soutient sans détour la politique du MPS. Mokraïna Bansé, secrétaire exécutif départemental du MPS du Mandoul oriental, quant à lui, parle d'un acte historique. Nous sommes réunis non seulement pour parler, mais pour poser un acte historique dans le département du Mandoul oriental. Aladaba Ngariena, secrétaire général provincial du MPS, lors de la pose de pierre, a félicité l'apport du sénateur pour cette initiative avant d'appeler les militants à mettre la main à la pâte pour le développement du parti. Ce joyeux infrastructurel dont la pose pierre serait lancée serait une vitrine de l'unité, de partage, de dialogue, de brassage, d'échange franc sur le sujet d'intérêt général de nos militants et fils de la localité. Il est à noter que lors de cette cérémonie, le président intérimaire du conseil provincial du Mandoul, Frédéric Raiknan Béaloum, a offert 10 sacs de ciment en appui pour la construction de ce siège sous-préfectoral du MPS de Bédaya. À l'occasion de la Journée mondiale de la malbouffe célébrée ce 21 juillet, les professionnels de la santé rappellent les dangers d'une alimentation déséquilibrée. Une consommation excessive des produits riches en sucre, en sel et en matières grasses augmente les risques de maladies telles que l'obésité, le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Cette journée est aussi un rappel à adopter de meilleures habitudes alimentaires. Les explications de Durkingang Rolta Solange. Dans les villes, la malbouffe s'impose de plus en plus dans les habitudes alimentaires. Facile à trouver, rapide à consommer et souvent moins coûteux, ces produits attirent particulièrement les jeunes, les personnes au rythme de vie soutenu. Le manque de temps pour cuisiner, l'influence de la publicité et la manipulation des points de restauration rapide contribuent à cette évolution des comportements alimentaires. Pourtant, derrière leur aspect pratique et leur goût apprécié, ces aliments présentent des risques importants pour la santé. Une consommation régulière de produits riches en sucre, en sel et en graisse favorise le surpoids, l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle ainsi que certaines maladies cardiovasculaires. Pour les consommateurs rencontrés, adopter une alimentation saine reste une priorité. Mais moi personnellement, je peux dire que je mange bien. Oui, ça c'est une certitude du fait que papa se débrouille. Il sort au matin, il fait de son mieux et le soir, il rapporte toujours quelque chose pour que ses enfants mangent à leur aisance avant de se coucher. Oui, je pense que c'est équilibré. Le matin, d'habitude, on prend du thé, du café avec petit repas, comme c'est juste le matin. Et puis, à midi, on mange peut-être la boule, peut-être le riz. Et puis, tout ça. Je mange bien, selon aussi mes moyens et ce que je trouve comme le moyen financier. Je mange 3 fois par jour, matin, midi, soir. Très lourd là même, des repas solides là même. En cette journée mondiale de la malbouffe, il est important de rappeler que de simples changements dans les habitudes alimentaires peuvent contribuer à préserver durablement la santé et le bien-être de toute la famille.
Le Tchad est actuellement dans sa période de forte transmission du paludisme. Avec la saison des pluies, les cas connaissent une hausse, une situation qui devrait se poursuivre jusqu'au mois d'octobre et novembre. Face à cette recrudescence, les autorités sanitaires renforcent les stratégies de lutte et de prévention avec une attention particulière portée aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes. Les précisions dans ce reportage d'Ajda Mohamed Kalbassou. Chaque année, avec l'arrivée des pluies, les structures sanitaires enregistrent une augmentation des cas de paludisme. Les eaux stagnantes, favorisant la prolifération des moustiques, principaux vecteurs de cette maladie, qui demeure l'une des premières causes de consultation et de décès au Tchad. Pour limiter cette recrudescence, le programme national de lutte contre le paludisme déploie plusieurs stratégies. Alors, en cette période, on est en train de passer à la période de haute transmission de palu. Donc, c'est cette période qui va de juillet à octobre, voire même novembre. Nous avons prévu plusieurs activités qui font office également de plan de contingence. Et ces activités-là, en fait, ils vont de la prévention à la prise en charge et également, en fait, aux activités de soutien et de sensibilisation. Donc, en ce qui concerne la prévention, je pense qu'on va commencer par l'activité phare du moment, qui est la campagne des masses de distribution de moustiquaires. Donc, le ministère et ses partenaires ont commencé la campagne en mars déjà, mars 2026. Nous avons procédé à la distribution de moustiquaires dans 11 provinces déjà. Et donc nous sommes en train de prévoir la clôture de cette campagne-là par certains districts de N'Djamena, par le Ouadaï, le Lac, le Adjarlamis et le Bata, mais qui viendront en fait clôturer. Outre la distribution des moustiquaires, le programme national de lutte contre le paludisme intensifie les campagnes de sensibilisation. Les populations sont invitées à dormir systématiquement sous moustiquaires, à éliminer les eaux stagnantes autour des habitations et à consulter rapidement un centre de santé dès l'apparition des symptômes tels que la fièvre. Pour les femmes enceintes, nous avons prévu également, en dehors de la campagne de distribution, des moustiquaires de routine. Et donc chaque femme qui vient pour la consultation prénatale, elle va bénéficier d'une moustiquaire et en même temps d'un traitement préventif, notamment le fansidar qu'elle va prendre pour la protéger et également protéger les bébés qu'elle porte. Et pour les enfants qui viennent en âge de vaccination, en fait, et également nous avons prévu les moustiquaires de routine. Nous avons également, dans le cadre de la prévention, prévu le 20. La lutte contre le paludisme repose ainsi sur une responsabilité partagée entre les autorités sanitaires et les communautés. En adoptant les mesures de prévention et en consultant rapidement les structures de santé dès les premiers symptômes, chacun peut contribuer à réduire les conséquences de cette maladie durant cette période de forte transmission. À l'international, les tensions restent vives entre l'Iran et les États-Unis, malgré des initiatives de médiation annoncées par Téhéran pour tenter d'apaiser le conflit. En Côte d'Ivoire, 6 responsables locaux du principal parti d'opposition ont été libérés après 9 mois de détention dans un contexte politique marqué par des arrestations. Au Soudan du Sud, les femmes alertent sur les conséquences de l'insécurité et de la crise humanitaire qui affecte l'accès aux soins et à l'éducation. Le point avec Jessica Fering. L'Iran affirme avoir reçu des propositions de médiateurs alors que les affrontements avec les États-Unis se poursuivent. Selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, plusieurs initiatives diplomatiques sont parvenues à Téhéran, sans davantage de précision. Cette annonce intervient après la reprise des hostilités début juillet, marquée par des frappes américaines contre des sites iraniens et des représailles de l'Iran contre les bases américaines dans la région. Les deux pays continuent de s'accuser mutuellement d'agression. En Côte d'Ivoire, 6 cadres locaux du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ont retrouvé la liberté après 9 mois de détention. Leur avocat affirme qu'ils ont été libérés à l'issue d'une audience devant la chambre antiterroriste. Ces responsables avaient été arrêtés à l'approche de la présidentielle de 2025 dans un climat politique tendu marqué par l'exclusion de plusieurs figures de l'opposition. Le gouvernement ivoirien a toujours rejeté les accusations de poursuites politiques. Au Sud-Soudan, les femmes de Bangolo, un village isolé du sud du pays, témoin des difficultés
difficultés liées à l'insécurité persistante. Elle dénonce le manque de médicaments, l'abandon scolaire des enfants et particulièrement des jeunes filles. Selon les Nations Unies, 5 millions de femmes et de jeunes filles ont besoin d'aide humanitaire dans le pays. L'ONU multiplie des initiatives pour renforcer leur protection et leur participation aux efforts de paix. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous.